Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV, voici les titres. À la une de l'actualité, les étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor ont décrété ce matin un mot d'ordre de grève de 96 heures. Ils exigent l'équipement et la livraison des pavillons, de lits, l'achèvement du nouveau bloc médical et la finalisation du restaurant. Pour se faire entendre, ils ont bloqué les axes menant à l'université et interpellent le ministre de l'Enseignement supérieur. La bonne gouvernance foncière, gage d'une souveraineté alimentaire au Sénégal, c'est le thème du Forum national initié par le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. Parlementaires, associations de producteurs, élus locaux et acteurs du secteur privé ont pris part à cette rencontre qui devrait permettre d'explorer de nouvelles options politiques dans le secteur. Une journée dédiée à l'inclusion sociale des enfants en situation de handicap et des enfants valides. L'initiative et de spécial olympique en partenariat avec la Fédération de badminton et les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active avec plusieurs activités sportives et d'animation. Elle vise à promouvoir l'égalité et l'intégration de cette couche vulnérable. Clap de fin de la FIARA, la 24e édition a enregistré 1024 exposants avec une moyenne de 1000 visiteurs jour. L'édition 2024 de la FIARA, un vrai succès selon les organisateurs. La cérémonie de clôture a été l'occasion pour le directeur d'annoncer les dates des prochaines éditions de la FIARA et de la SIARA. Mais d'abord, le procureur a requis une peine de prison ferme de 6 mois contre Badiakhate et l'imam Cheikh Tidiane Ndao, en plus d'une amende de 100 000 francs CFA. Les deux hommes sont jugés ce lundi même en flagrant délit pour diffusion de fausses nouvelles et propos outrageants à l'endroit d'une personne qui exerce une ou partie des prérogatives du président de la République. Le procureur demande également au titre des peines complémentaires la confiscation et la destruction des vidéos et audios saisis, ainsi que le retrait dans les différentes plateformes que sont les réseaux sociaux. L'activiste Badiakhate a été interpellé pour rappel lundi dernier par la division des investigations criminelles. Je vous lisais tout de suite, les étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor ont décrété ce matin un mot d'ordre de grève de 96 heures. Ils exigent l'équipement et la livraison de chantiers en cours au niveau du campus universitaire. Et ce matin, pour faire entendre leur voix, ils ont bloqué les axes menant à l'université. Voici Serine Saliou Mbaye, coordonnateur de la coordination des étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Il est au micro d'Hassan Ba. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en mouvement. Cela est dû à des problèmes que patrouille l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Quand je parle de problèmes, il y a deux volets. Il y a le volet pédagogique, il y a le volet social. Pour dire vrai, rien ne marche. On ne peut pas comprendre des chantiers qui dorment là depuis 2015. Ces chantiers pédagogiques, PGF-SUP, les chantiers sont occupés, il y a des vidéoprojecteurs, il y a de la sonorisation, il y a tout, il y a l'équipement. Il ne reste qu'une poste de transformateur pour livrer nos salles. Je ne peux pas comprendre, ici on est dans une université et il y a certains étudiants dans leurs emplois du temps, on les met salle à chercher, ce qui est déplorable. Alors qu'il y a ce bel joyau qui est ici, qui n'attend que d'être livré. Une simple livraison. Pour revenir dans le volet social, nous voyons le problème avec la restauration. Actuellement, ce réseau ne peut pas contenir plus de 10 000 étudiants. Il y a des queues qui tirent à longueur. Il y a des ruptures insensées. Même des extensions de restaurants ne peuvent pas régler ça. Ce qui peut régler ça, c'est une nouvelle restauration. Il y a le réseau de 750 places qui est là-bas. Donc, pourquoi pas poursuivre cette restauration et de nous trouver un autre bailleur pour pallier au problème de restauration. Pour rebondir aussi, il y a le problème des 1000 lits. Nos chantiers 1000 lits, qui sont des chantiers qui sont là depuis 2015. Eux aussi, il ne reste que l'équipement et la livraison. Des étudiants frappent à notre porte pour nous demander des logements et consorts. Alors qu'il y a ces belles chantiers qui sont là, qui n'attendent que d'être livrés. Sur ce aussi, je ne peux pas comprendre le ministre M. Abdourahmane Diouf,
ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, il faut qu'il revoie ses priorités. Parce que l'Université Assane Seck de Ziguinchor fait partie des priorités. Sur ce, la coordination des étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor ont décidé de décréter 96 heures de cessation d'activité pédagogique, accompagnées de 48 heures de front et 96 heures de JST non renouvelables. Et à Tivavonpol, les fidèles de la quasi-paroisse de l'Enfant Jésus de Prague ont tenu un sit-in pour attirer l'attention des autorités sur leur situation. Selon eux, le site qui abrite la paroisse attire la convoitise des promoteurs immobiliers. Maurice Diouf, secrétaire général de la paroisse, est au micro de Babacar Seck. Le terrain où nous sommes a été acquis en 1999 par l'archidiocèse de Dakar et a fait l'objet d'une délibération de la communauté rurale de Sangalkam depuis 2001. Un premier conflit nous a opposés à la famille de Maguette Niass depuis 2017. Et jusqu'à présent, ce problème n'est pas encore vidé. Un second conflit surviendra 15 ans après, avec des promoteurs immobiliers tels que M. Modou Mafous Silla et Mamadou Ndiaye, accompagnés de géomètres qui viennent régulièrement, même durant nos offices du dimanche, exploiter la zone, perturbant ainsi la quiétude de nos pasteurs. Soucieux de préserver la paix sociale et respectueux des institutions de notre pays, nous sommes gardés de rendre coup pour coup. Nous avons pu maîtriser les jeunes sur l'usage de la force contre les agressions de ces prédateurs pour éviter le pire. Mais nous constatons maintenant que trop c'est trop. Nous croyons que le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, saura trouver une solution définitive à ce problème qui commence à perdurer. Et attirant aussi votre attention sur le terrain contigu à l'église et devant abriter le presbytère, c'est-à-dire la maison des prêtres, aussi revendiqué par un promoteur immobilier du nom d'Elhaji Amar, afin d'y ériger un centre commercial, ce qui constitue pour nous comme une provocation. Et à notre Djobas, les agriculteurs ne veulent plus du projet agricole Parmi, installé en 2015. Ce projet avait suscité beaucoup d'espoir chez les agriculteurs de cette zone et près de 10 ans après, les employés du périmètre maraîcher disent être exploités. Explication Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Ils croyaient voir le bout du tunnel avec ce projet, mais hélas, le périmètre maraîcher a fini par faire déchanter les habitants du Parmi, une partie de la commune de Notto Diobass. Nous lançons un appel à notre vaillant président, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et à tous ses collaborateurs qu'ils nous entendent et qu'ils nous viennent en aide. On est vraiment fatigué de ce projet-là. Si le bailleur ne veut pas nous écouter, en tout cas, nous réclamons qu'il nous restitue nos terres. Et nous allons chercher trouver un autre bailleur. Le projet Lyon Agricole est constitué de nébuleux, selon Ibrahima Tchandoum. Il y a 9 ans, on entretenait avoir un projet exact, légal et juste. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. On ne sait pas ce qui se passe entre la mairie et le bailleur. Mais tout ce qu'on veut dire, c'est que les impactés ne se sentent pas dans le projet. Ici, la recette journalière est modique. C'est pourquoi, à défaut d'avoir un autre exploitant, ils exigent la restitution de leurs terres. C'est de l'esclavagisme qui existe dans ce projet. En tout cas, ils nous ont écoutés pas attentivement, ils nous donnent sourde oreille. En tout cas, nous ne voulons pas de problème. Mais en tout cas, s'ils nous poussent à créer des problèmes, on va résister jusqu'à la fin. En tout cas, nous ne laisserons pas faire 100 mètres d'oignon. C'est toi qui va le déterrer, c'est toi qui va le couper, c'est toi qui va le mettre en sac pour avoir 20 sacs pour gagner 2500. Des fois, tu tombes sur une parcelle, sur un tranché qui ne fait même pas 10 sacs. Ce jour-là, tu vas rentrer bredouille. Ces périmètres maraîchers ont été cédés à un bailleur hollandais depuis 2015 selon les populations de Ngolfaning, Sipan et environ. L'absence de protocole ou en tout cas le non-respect du cahier des charges constitue le principal point de désaccord entre la commune de Notto Diobass et les populations autochtones. Et pendant ce temps, à Kolda, la culture de contre-saison de riz en période de décrue aux abords du fleuve a permis d'éviter l'insécurité alimentaire dans beaucoup de villages, dans beaucoup de localités d'ailleurs en cette période de l'année. Les greniers sont à moitié vides. La culture de contre-saison reste donc la meilleure option, la meilleure alternative pour les habitants. Seydou Diatta.
À Sindian Kandjo, tout comme Sintian Ousmane, la menace de la disette n'est plus réelle. Dans ces localités bordant le fleuve Casamance, le riz cultivé en période de décrue est arrivé à maturité et la récolte bat son plein au grand bonheur des riziculteurs accompagnés par la Sodagri. Depuis que nous avons commencé à travailler la terre et la contre-saison, je parviens à nourrir ma famille. C'est au début de la décrue que nous clôturons les périmètres pour sécuriser les pépinières, ensuite procéder au repiquage afin que l'eau ne regagne le lit du fleuve. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu parce que nous avons vu que les populations sont en train de récolter. Cela veut dire que le riz est arrivé à maturité. Et tout cela a été fait avec l'accompagnement de la Sodagri qui a facilité l'accès aux intrants, notamment les semences et les engrais, mais également la présence de notre conseil agricole sur le terrain. Dans cette partie de la Haute-Casamance, les populations s'intéressent de plus en plus à la culture du riz de contre-saison. Une initiative qui entre en parfaite adéquation avec l'ambition du gouvernement du Sénégal, selon Ousmane Sow, chef de l'antenne régionale de la Sodagri et le DRDR de Kolda, Amadou Baldé. Je précise que nous sommes dans la commune de Saribidji. De l'autre côté du fleuve, c'est la commune de Tankanto-Escale. Donc c'est un potentiel quand même énorme sur un rayon de 5 km de part et d'autre du fleuve Casamance. Donc on peut aller jusqu'à 180 voire même 200 hectares. Je pense que dans le cadre de l'atteinte de la souveraineté alimentaire et de l'augmentation des superficies, des emblavures, la Sodagri est en train de montrer en tout cas un exemple qu'on puisse vraiment tout au long du fleuve pouvoir en tout cas réaliser en tout cas des activités de production de riz en hivernage comme aussi bien en contre-saison. Alors ça, je pense que c'est à saluer. Malheureusement, la divagation des animaux, la prolifération des plantes aquatiques constituent entre autres facteurs bloquant les ambitions. En tout cas, ce qui nous manque, c'est la maîtrise de l'eau. Il n'y a pas des espaces qu'on peut cultiver chaque année, la saison sèche et la saison des pluies. En tout cas, si vous pouvez nous aménager de Kolda à Sédhiou, aménager cette zone-là. Beaucoup d'acteurs interviennent dans la filière et dans la même zone. Les producteurs invitent à l'harmonisation des interventions pour améliorer les emblavures. La bonne gouvernance foncière, gage d'une souveraineté alimentaire au Sénégal, c'est le thème du forum national initié par le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. Parlementaires, associations de producteurs, élus locaux et acteurs du secteur privé y ont pris part. Objectif, explorer de nouvelles options politiques dans le secteur. Salimata Mbeng et Barzoa. Cet atelier a servi de cadre d'échange sur les enjeux et les défis majeurs concernant le foncier. Le représentant des leaders du CRAF, ce cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, revient sur l'importance de cette rencontre. On a senti depuis 1996 qu'il y a eu des tentatives de réforme au niveau national qui n'ont pas abouti. C'est cette raison qui nous a permis de réfléchir, créer des cellules de veille, prendre toutes les informations au niveau local, les analyser et avoir une position du CRAFS. Et on a déposé sur la table du gouvernement un document de politique foncière. Ça n'a pas abouti. Il faut aller vers un plan B. C'est ce plan B qui nous a permis de cerner nos propositions, nos positions et de convoquer un atelier national pour partager ces propositions avec les autres acteurs. Il s'agira également d'encourager l'entrepreneuriat des femmes à la terre et les ressources qu'elle peut engendrer pour une souveraineté alimentaire. La Fédération des femmes rurales du Sénégal trouve anormal le non-octroi de terre aux femmes. C'est inadmissible que les femmes ne peuvent pas accéder à la terre. On dit que les femmes, l'accès à la terre, moi je dis que l'accès et le contrôle des terres par les femmes devait être accepté. Mais jusqu'à présent, les femmes n'ont pas accès à la terre. On nous loue les terres à 75 000 francs l'hectare, 100 000 francs l'hectare. C'est inadmissible. Donc il faut que le gouvernement prenne ses dispositions pour que les femmes sénégalaises, surtout les femmes rurales, accèdent à la terre. Le Sénégal ne peut pas être autosuffisant sans pour autant que les femmes rurales soient dotées de terres
du matériel agricole, des semences et de l'engrais. La réforme foncière, une préoccupation majeure de l'État du Sénégal, selon le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan. Leur outil de base, c'est le foncier. Donc il est important que leur outil de base, leurs ressources productives de base soient sécurisées par elles-mêmes. Mais quand on parle de sécurisation des ressources productives de base des exploitations familiales, cela signifie pour nous, c'est venir à ces genres de rencontres pour prendre en compte leurs propositions et voir avec les orientations politiques de l'État comment aller vers un consensus qui puisse nous permettre d'aller vers une réforme foncière. Mais on parle d'une réforme foncière qui soit inclusive, qui soit transparente et qui s'inscrive dans la durabilité et la gestion durable des ressources naturelles. Le CRAFS compte dérouler lors de ces 2 journées d'échange son plan d'action. Objectif, booster le secteur de la production avec l'appui de l'État du Sénégal pour une bonne souveraineté alimentaire qui dépend de la bonne gouvernance foncière. Et puis le collectif des éleveurs impactés par le déclassement de la forêt de Thiès dénonce l'attribution de cet espace à des particuliers. D'après eux, c'est une injustice qui a fait perdre à des centaines d'éleveurs des zones de pâturage. Mountaga Kane et Mamadouba. Les éleveurs habitant dans la zone environnant la forêt déclassée de Thiès, qui ont reçu le soutien de leurs homologues du reste du pays, se sont insurgés contre le lotissement de Mbourkat et de la nouvelle ville qui, à les en croire, ne profite qu'à des tierces personnes au détriment de centaines de pasteurs. On a énormément de difficultés liées au déclassement de la forêt classée au profit de Mbourkat et de nouvelle ville de Thiès. Le premier point, c'est manque criard de zones de pâturage. Finalement, ça crée toujours des conflits entre agriculture et pastoraux. Le constat est là, c'est que pour le moment, presque toutes les forêts sont déclassifiées, puisque au niveau de la nouvelle ville de Thiès, on a déclassifié la forêt classée, on a attribué à Bourg-Sidien plus de 331 hectares. Alors qu'il y a des centaines de familles qui vivaient dans cette zone-là, dans cette partie de la forêt classée. Donc c'est une injustice. Une seule personne, on ne peut pas l'attribuer à autant d'hectares au détriment de ces éleveurs qui y vivaient pendant plus de 30 ans, 40 ans. Il y a des gens qui sont nés là-bas, qui vivaient de l'agriculture et de l'élevage. Les carrières de béton et de basalte aussi les privent de zones de pâturage. À partir de Bandia à Djobas, en passant par Thiéo, les exploitants de béton et de basalte font des excavations de près de 30 mètres. Ils ne prennent même pas la peine de les renflouer après coup. De toutes les pistes de solution, l'adoption du code pastoral est, à les en croire, le plus efficient. La solution d'une grande partie du problème réside dans l'adoption du code pastoral. Allons à présent à Saint-Louis où pour aider les acteurs économiques à mieux exploiter les opportunités commerciales, Enda Kassid a initié un atelier de renforcement de capacité des organisations communautaires de base, des opérateurs économiques et des membres de la société civile saint-louisienne ont pris part à la rencontre qui portait sur les techniques de plaidoyer relatives aux accords de commerce et d'investissement. Les détails avec nos correspondants à Saint-Louis, Momar Alistian et Mokhtar Sek. Enda Kassid, le Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement, vient d'organiser à Saint-Louis un atelier dont l'objectif global est de fournir aux organisations de la société civile, aux femmes et aux opérateurs économiques des outils et des techniques de plaidoyer en faveur des politiques et accords en matière de commerce et d'investissement. Le profilage nous montre que nous avons les agents économiques, les acteurs économiques, c'est-à-dire surtout les femmes commerçantes. Et qui parlent de femmes commerçantes, parlent également de la transformation des produits locaux. Donc nous participons à la valorisation de ces produits locaux. Donc notre objectif est de pouvoir accompagner ces femmes, de les outiller à l'obtention d'un certain nombre de documents, comme par exemple le FRA et les codes barres. Donc ce sont des documents qui leur permettent, une fois les produits transformés, de pouvoir les ventiler sur le marché local. Et au-delà aussi de pouvoir vendre ces produits au niveau de la région, c'est-à-dire au-delà du Sénégal, au niveau des autres pays. Une initiative vivement saluée par les participants comme le Forum civil. Cette activité nous a permis de bénéficier de présentations de haute facture, que ce soit sur les politiques liées au commerce et sur les politiques liées aux activités même commerciales.
Par exemple, le directeur du commerce, du service régional de la commerce, du commerce nous a donné quand même des informations très importantes, surtout par rapport aux politiques publiques, aux documents de planification des politiques publiques. Si on prend par exemple le PSE, qui est le document stratégique de planification de ces politiques publiques-là, nous nous sommes rendus compte que pas mal d'inconvénients sur le secteur du commerce ont été notés, surtout par rapport aux documents de planification. Les acteurs de la pêche qui ont pris part à cette rencontre sont encore revenus sur l'impact négatif de l'exploitation du gaz au large de Saint-Louis. Et à Kaolack, le collectif des comités de développement sanitaire de Kaolack demande à l'État du Sénégal de payer les dettes de la couverture maladie universelle pour la gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans. Selon ce collectif, depuis l'année 2022, l'État du Sénégal n'a effectué aucun virement pour les remboursements. Voici à ce sujet les explications de El Hadj Abdouaziz Sy, secrétaire général du collectif. Depuis l'année dernière, nous n'avons pas reçu de remboursement. Et vous savez bien que les enfants qui sont âgés de 0 à 5 ans sont traités au niveau des postes de santé, mais le remboursement doit suivre chaque trimestre. Mais ce que nous constatons, depuis 1 an, l'État n'a pas remboursé. Et actuellement, nous sommes en période morte au niveau des postes de santé. Les postes de santé, comme vous le savez, ont de lourdes charges, comme le paiement de la motivation des agents communautaires de santé, l'achat des médicaments. Si l'État ne rembourse pas, nous serons obligés de ne plus assurer vraiment les charges qui nous sont assignées. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'État pour qu'il diligente le remboursement de la couverture maladie universelle, communément appelée gratuité 0,5 ans au niveau du district sanitaire de Kaolack. Nous irons droit vers l'hivernage. Et la plupart des postes de santé du district sanitaire de Kaolack, c'est des postes qui sont inondés durant l'hivernage. Et nous devons vraiment faire face à cette difficulté pour permettre l'accès facile des patients et de la population au niveau des postes de santé. Et sans ce remboursement, je crois que nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous venons solliciter de l'État pour qu'il diligente cette question qui est vraiment une question vitale au niveau des postes de santé, le remboursement de la gratuité. Je vous le disais dans les titres, à Guédiawaye, une journée a été dédiée à l'inclusion sociale des enfants en situation de handicap. L'initiative est de spécial olympique en partenariat avec la Fédération de badminton et les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active avec plusieurs activités sportives et d'animation. Elle vise à promouvoir l'égalité et l'intégration. Mamadou Lamine Fati et Cheikh Tidiane Mbaye. L'inclusion dans le sport et l'animation active, des moyens de brassage au profit des enfants en situation de handicap et des enfants valides. C'est ce qu'a réussi Spécial Olympique en partenariat avec la Fédération de badminton et les CEMEA. Deux grandes fédérations qui sont là aujourd'hui, qui vont nous aider à initier nos jeunes, non seulement au badminton, mais également à développer leurs aptitudes sociales à travers les méthodes d'éducation active, comme l'a expliqué le président Ibrahima Ndiaye. Selon les responsables des organisations, Ibrahima Ndiaye, président des CEMEA, et Antoine Diani, le badminton et l'animation active peuvent jouer un rôle important dans l'inclusion sociale des enfants en situation de handicap. C'était rien d'autre pour faire de ce qu'on appelle l'éducation populaire. L'éducation populaire pour affranchir et émanciper les populations. C'est ça les CEMEA. Et l'inclusion fait partie de notre vision. Et l'inclusion est une partie intégrante dans le développement du badminton. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, à travers le directeur des Sports, Gilbert Sidi Lamine Meng, se réjouit de l'engagement des acteurs en faveur de l'inclusion des enfants. On voit là, ce sont des enfants qui sont épanouis, qui sont accompagnés, et c'est ce que nous souhaitons. Les sports, la jeunesse, que ce soit la culture, doit être un outil de socialisation. En utilisant le sport et l'animation socio-éducative pour instaurer l'inclusion des enfants en situation de handicap, les acteurs de l'éducation ont rendu cela possible à travers une journée dédiée pour faciliter l'inclusion des enfants de Spécial Olympique.
1024 exposants avec une moyenne de 1000 visiteurs par jour. C'est le bilan de la 24e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Les organisateurs de la FIARA tirent un bilan satisfaisant. La cérémonie de clôture a eu lieu ce matin en présence d'Aïssatouka. Chiffres à l'appui, le directeur général de la FIARA fait le bilan de la 24e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Il parle d'un vrai succès. Cette année, la FIARA a enregistré 1024 exposants, avec une moyenne de 1000 visiteurs par jour. Des visites d'autorité, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, le ministre des Pêches et des secrétaires d'État chargés des coopératives et des paysans, secrétaire d'État chargé des petites et moyennes industries et j'en passe. C'est une véritable fierté nationale, la FIARA, parce que nous avons enregistré plusieurs participations. Le FIARA s'est organisé aussi en marge de cette FIARA 2024. Le FIARA s'est tenu du 14 au 18. On a vu la participation de plusieurs délégations, des Italiens, des Turcs, des Français. Donc plusieurs pays étrangers ont eu à participer à cette première édition du FIARA. Et je pense que l'année prochaine, moi je me lance un défi pour avoir au bas mot 70 à 75 exposants parce que c'est ça qui manquait pour la FIARA. Pour permettre à des exposants d'assister à la FIARA, Pape Abdou Fall a également tenu à prolonger la foire. Je vous annonce que la FIARA est prolongée jusqu'au jeudi 30 mai, Inch'Allah, pour permettre à des exposants, on peut les citer, la délégation du Burkina qui a accusé un peu de retard parce que leur camion était tombé en panne en cours de route. Et suite à cela, on s'est rapproché de la direction du CICES qui nous a facilité, en commun accord, on a décidé de prolonger la FIARA jusqu'au 30, jeudi 30, Inch'Allah. Le directeur général de la FIARA lève le voile sur la date de la 25e édition. Je vous annonce aussi la tenue de la 25e édition de la FIARA 2025 qui se tiendra du 15 avril au 5 mai 2025. Le FIARA se tiendra aussi du 28 avril au 3 mai 2025. Face à la presse, Pape Abdou Fall en a profité pour remercier toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de la FIARA. Il s'est également lancé le défi de s'améliorer pour l'année prochaine afin de pouvoir faire de Dakar le carrefour de l'agriculture ouest-africaine. Et avant de nous quitter, retenez que l'affaire Badiakhaté Imam Cheikh Tidiane Ndao, jugé ce lundi en flagrant délit pour diffusion de fausses nouvelles et propos outrageants à l'endroit d'une personne qui exerce une ou des parties des prérogatives du président de la République a été mise en délibéré au 3 juin 2024. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur media.sn. Tout de suite, la suite de Retour sur l'actualité.